2 crimes ont été commis dans des États différents à plus de 800 km de distance. À chaque fois, une femme est agressée tard le soir. Les enquêteurs trouvent la même signature dans les 2 affaires. Une signature si inhabituelle qu'elle finira par confondre le meurtrier et l'envoyer dans le couloir de la mort. 1989. Près des montagnes Pocono, en Pennsylvanie, Lori Hawker, 19 ans, ne se présente pas à son travail. Elle a disparu sans laisser de traces. Grâce à une technologie de la NASA, à la découverte d'une mouche et d'un poil de chat, le mystère de sa disparition sera élucidé. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode des Enquêtes Impossibles. Certaines affaires se présentent comme un véritable catalogue des techniques dont disposent des experts. Ainsi, dans l'enquête que je vous invite à suivre maintenant, nous verrons que pour confondre un assassin présumé, en plus de l'examen des blessures de la victime, les spécialistes ont eu recours à des techniques issues de la recherche spatiale et aux analyses d'un psychologue criminologiste. Perth Amboy, dans le New Jersey, n'est qu'à 1 heure de route de New York. Depuis 300 ans, la ville est l'Eldorado des immigrants venus chercher aux États-Unis une vie meilleure. Les parents de Melissa Padilla ont quitté Porto Rico pour s'y installer. La jeune fille et ses frères ont grandi ici. Elle était mon soutien. Elle m'aidait pour s'occuper de ses frères. Elle était comme une deuxième mère pour eux. Ils étaient très attachés à elle. Elle m'aidait souvent pour mes devoirs. Elle était très douée en orthographe. Alors que moi, j'ai toujours été nul. Elle était toujours là quand j'avais besoin d'aide pour mes devoirs. Melissa fréquente le lycée de Perth Amboy, mais elle abandonne avant d'obtenir son diplôme. Peu de temps après, elle tombe enceinte. 3 autres enfants naissent dans la foulée. En 1994, elle est au chômage et élève seule ses 4 enfants. Elle n'a que l'aide sociale pour subvenir aux besoins de sa famille. Elle n'avait aucune qualification ni aucun diplôme qui lui aurait permis d'avoir un travail bien payé. Elle ne trouvait que des jobs payés au SMIC. Avec si peu, elle ne pouvait pas s'en sortir. Melissa réussit à s'en sortir pendant quelques temps, mais après plusieurs loyers impayés, elle finit par perdre son appartement. Elle s'installe donc dans l'un des nombreux hôtels bon marché situés sur le bord de l'autoroute. La nuit du 11 août 1994, Melissa laisse ses enfants avec son compagnon et part à pied faire quelques courses dans une épicerie. Elle y est allée à 23 heures parce que les enfants avaient faim. Melissa quitte l'épicerie vers 23h30 et repart pour le motel. On ne la reverra plus jamais. Son compagnon explique à la police qu'il a trouvé son corps à demi dévêtu le long de l'autoroute un peu plus tard dans la soirée. La mère de Melissa apprend la nouvelle peu de temps après la découverte du corps. On n'est pas censé enterrer ses enfants. C'est pas dans l'ordre des choses de mourir avant eux. Aucun parent ne veut enterrer ses enfants, c'est très dur. J'aurais dû m'en aller avant elle. La plupart des meurtriers font leur possible pour ne pas être repérés. Mais celui de Melissa ne semble pas s'en préoccuper. Il a commis son crime le long d'une autoroute très fréquentée où n'importe qui peut l'avoir vu. Mais son audace finira par le conduire à sa perte. Melissa Padilla quitte sa chambre d'hôtel et longe l'autoroute pour aller faire quelques courses à l'épicerie. On ne la reverra pas vivante.
Son compagnon raconte à la police qu'il a trouvé son corps près d'une évacuation d'égout au bord de l'autoroute. Un corps qui était dénudé jusqu'à la taille. L'autopsie a révélé qu'elle avait été violentée et qu'elle avait été étranglée. Les articles qu'elle a achetés à l'épicerie sont près du corps. Et son short taché de sang est retrouvé quelques mètres plus loin avec une poche retournée. Mais c'est le corps de Melissa qui va fournir le plus d'indices aux enquêteurs. Elle avait les yeux tuméfiés. Elle avait reçu de nombreux coups de poing. Visiblement, son agresseur avait beaucoup de force. Et c'est sûrement grâce à ça qu'il avait pu la maîtriser. Elle était nue et ses parties génitales étaient mutilées. Il est donc évident qu'elle avait été... Grâce aux morceaux de peau prélevés sous les ongles de la victime, les enquêteurs ont le profil ADN du tueur. Il ne leur reste plus qu'à le trouver. Melissa Padilla, mère célibataire de 4 enfants, a été frappée et étranglée à quelques centaines de mètres du petit hôtel où elle avait élu domicile. Alors la victime connaissait-elle son agresseur ou a-t-elle fait une rencontre fatale avec un inconnu? Le drame s'est déroulé aux abords d'une autoroute fréquentée, même à une heure tardive. Et Melissa s'est défendue. Des lambeaux de peau retrouvés sous ses ongles le prouvent. Mais l'autopsie du corps fournit une autre information. Un détail ahurissant que Tom Capsac, le procureur, n'avait encore jamais vu en plus de 30 ans de carrière. Elle avait des morsures au menton et sur le sein gauche. Ces éléments indiquaient qu'il s'agissait sans doute d'une sorte de rituel pour le meurtrier. La morsure au menton est particulièrement inhabituelle. J'ai fait pas mal de recherches et je me suis adressé à différentes personnes. En général, les morsures sont au niveau des parties génitales, des seins ou du ventre. Mais personne n'avait jamais entendu parler d'une affaire où le tueur mordait ses victimes au menton. Forte de cet indice, la police du New Jersey commence à chercher le meurtrier. Les images de vidéosurveillance de l'épicerie permettent d'établir qu'elle a été agressée peu avant minuit. On y voit le caissier lui rendre sa monnaie. Pourtant, elle n'a pas d'argent sur elle, ce qui veut dire que le meurtrier lui a volé. La police quadrille la zone à la recherche de témoins éventuels. Nous avons identifié un témoin et nous l'avons interrogé. Il nous a raconté qu'il roulait sur l'autoroute et qu'il avait vu une altercation entre deux individus. C'était près des canalisations. Mais le témoin ne fournit aux enquêteurs aucun élément probant. La victime a été sauvagement battue et mordue au menton et au sein. La police en déduit que l'assassin est un pervers qui aime faire du mal aux femmes. Il est donc possible qu'il ait déjà frappé. Or, à moins de 2 km de la scène de crime, se trouve une prison pour délinquants sexuels. Et les registres de l'établissement indiquent qu'un certain nombre d'anciens détenus vivent dans le quartier. On a épluché leur dossier pour déterminer quel était leur mode opératoire. On voulait vérifier s'ils avaient un rituel particulier lorsqu'ils commettaient leurs crimes. Ils se sont soumis au test ADN et ils ont accepté de fournir un échantillon de cheveux. La police de Woodbridge les a également fait passer au détecteur de mensonges. Et ils ont tous été éliminés de la liste des suspects. Le compagnon de Melissa, qui était resté avec les enfants, est également mis hors de cause. On n'avait aucune piste. Tout laissait à penser qu'on ne résoudrait jamais cette affaire. On n'avait aucun suspect. 8 mois plus tard, à 800 km de là, dans le Maine, une autre agression a lieu. Et elle rappelle étrangement celle de Melissa Padilla. Monsieur, tout va bien? L'agresseur de la jeune femme semble prêt à tout. Malheureusement pour lui, il est mal tombé. Sa victime est agent de police.
Plusieurs mois après le meurtre de Melissa Padilla, la police n'a toujours aucun suspect. La violence de l'agression montre que le tueur prend plaisir à faire du mal aux femmes et les enquêteurs craignent qu'il ne frappe à nouveau. 8 mois plus tard, des policiers du Maine signalent une agression sur l'une de leurs collègues. L'agression a eu lieu le 3 avril 1995, aux alentours de 20h30. Vicky Gardner est dans la police depuis 11 ans. Ce jour-là, elle ne travaille pas et conduit sa voiture de service sur la nationale 95. Elle a croisé un véhicule qui était arrêté en sens inverse sur l'autoroute. Elle s'est arrêtée pour voir ce qui se passait. Monsieur, tout va bien? Vicky Gardner constate que le conducteur, Stephen Fortin, est complètement ivre. Sortez du véhicule. Comme elle n'est pas en service, elle appelle des collègues pour emmener Fortin en garde à vue. Envoyez-moi des renforts. Lorsqu'il l'entend appeler des renforts, il devient fou de rage. Fortin l'a frappé. Il lui a arraché ses vêtements et il l'a violenté. Pendant l'agression, il l'a mordu. Lorsque les renforts sont arrivés, il s'est enfui avec la voiture de police. Vicky Gardner est dans le véhicule, inanimée. Dès qu'elle reprend conscience, elle ouvre la portière côté passager et tente de sauter. Il essayait de l'attraper pour la maintenir sur son siège et l'empêcher de s'enfuir. Mais elle a réussi à se dégager et elle a sauté en marche. Par chance, Vicky Gardner s'en sort indemne. C'était la première fois que je voyais une femme se faire agresser si violemment, avec de telles blessures. Survivre pour pouvoir témoigner. Après la fuite de Vicky, Fortin perd le contrôle de la voiture. Et il est appréhendé. Le lieutenant Lancaster l'interroge en prison. À l'écouter, rien n'était de sa faute. Quand je lui ai parlé de ce qui s'était passé, c'était toujours de la faute de quelqu'un d'autre. Je savais que cet individu était mauvais. Vicky a des griffures et des hématomes sur tout le corps. Elle a été violemment frappée au visage. En plus de l'avoir frappée, Fortin lui a infligé des blessures plutôt inhabituelles. Il l'a mordue sur l'extérieur du sein gauche et au menton. Qui oserait s'en prendre à une femme agent de police et l'agresser sexuellement dans sa voiture de patrouille? Dans cette affaire, il suffisait d'examiner les faits, la façon dont s'était déroulée l'agression, pour savoir que cet homme n'en était pas à son coup d'essai. La police fait des recherches sur le suspect. Elle découvre qu'il a déjà un casier judiciaire dans le New Jersey. Contre toute attente, après 8 mois d'atermoiement, l'enquête rebondit. Une policière a été attaquée dans des conditions qui rappellent étrangement celles du meurtre de Melissa Padilla et qui se caractérisent par des morsures au sein gauche et au menton. Mais les deux événements se sont déroulés à 800 km de distance. Stephen Fortin, l'homme qui a été arrêté, est-il l'auteur des deux agressions? Alors après enquête, il s'avère que Fortin est né et a vécu dans l'État du New Jersey, non loin de l'endroit où résidait Melissa. Il a été condamné à une peine de 7 ans de prison pour meurtre. Puis, curieusement, il a bénéficié d'une mise en liberté conditionnelle au bout de seulement 2 ans et demi de réclusion. Il avait égorgé son frère en 1983 à Carteret.
Et il avait plaidé coupable. Lorsque la police du New Jersey apprend que Fortin a agressé une autre femme dans le Maine, elle cherche à savoir s'il se trouvait dans le New Jersey la nuit où Melissa Padilla a été tuée. Son ancienne petite amie leur donne la réponse. Elle nous a raconté qu'en août 1994, Stephen Fortin vivait effectivement à Avenel, dans le New Jersey. Elle partageait un appartement avec lui. La nuit du meurtre, il l'a agressée sur le parking d'un restaurant. Elle a prévenu la police, mais il s'est enfui. Le restaurant se trouve à seulement quelques mètres de l'hôtel où vivait Melissa Padilla. Le rapport de police indique que Dawn Archer a été agressée à 22h30, soit 1 heure avant le meurtre de Melissa. Les enquêteurs tiennent enfin leur suspect. Le frère de Melissa apprend la nouvelle le lendemain de son anniversaire. Ce n'était pas vraiment un cadeau d'anniversaire. Mais j'étais heureux qu'il l'ait trouvé. J'avais tellement prié pour qu'il le retrouve avant qu'il ne recommence. Il ne reste plus qu'à prouver sa culpabilité. Le procureur espère que les traces ADN retrouvées sous les ongles de Melissa incrimineront Fortin. Malheureusement, ce n'est pas le cas. On a fait une comparaison avec les preuves relevées dans l'affaire du Maine, que la police nous avait transmise. Le laboratoire ne pouvait pas affirmer qu'il s'agissait de son ADN. Il ne pouvait pas non plus exclure cette possibilité. Les tests ADN ne sont pas concluants. Les morsures sur les victimes sont donc les seuls éléments qui permettent de faire le lien entre les deux affaires. Les experts effectuent un moulage des dents de Fortin et l'envoient avec des photos des morsures au docteur Lowell Levin, un odontologue réputé. Voici les empreintes dentaires de M. Fortin. On a fait des moulages de ses dents, exactement comme le font les orthodontistes ou les dentistes pour les prothèses dentaires. Si vous observez les dents d'en haut, on voit qu'il y a un espace entre les deux dents de devant. Celle de droite est plus grosse que celle de gauche, parce que c'est une couronne. La partie tranchante est aussi légèrement plus grande à l'avant qu'à l'arrière. Si on observe les dents du bas, elles sont parfaitement alignées. Il n'y a presque pas d'abrasion sur le bord des incisives. Quand il mord, cela laisse des marques linéaires plutôt que des rectangles. Elles sont parfaitement alignées. Ses canines sont légèrement pointues, donc il n'y a quasiment pas d'abrasion. Levin compare les dents de Fortin aux morsures de Vicky Garner et Melissa Padilla. Elles correspondent. Les dents jouent un rôle important dans la résolution d'affaires criminelles. Elles permettent même l'identification de cadavres carbonisés et méconnaissables. Les morsures peuvent également fournir des preuves médico-légales pour identifier un agresseur. Dans le cas de morsures très profondes, les tissus sous-cutanés peuvent révéler des traces sous photographie UV, même lorsque la blessure est guérie en surface. Tenez, je me souviens à propos d'une affaire singulière. En 2005, un homme porte plainte dans un commissariat de police de Miami pour tentative d'assassinat. Quelques jours plus tôt, il a rencontré 2 jeunes filles, de vraies jumelles, sur une plage de Key West, et après avoir fait connaissance, le trio se rend dans un motel. Au matin, l'une des filles avoue au garçon, lors de leurs ébats, qu'elle l'a mordu afin de lui transmettre volontairement le virus du sida. Cela dans le but de se venger des Don Juan qui, comme lui, se croient irrésistibles. Mais les sœurs se ressemblent à s'y méprendre, et il est impossible de les différencier. Un policier goguenard enregistre la plainte et procède à l'arrestation des jumelles. Un dentiste fait un moulage en plâtre de leur denture, et un expert photographe photographie la morsure avec une pellicule sensible aux rayons ultraviolets. Il ne reste plus aux policiers qu'à déterminer laquelle des sœurs est l'auteur de l'agression. Et sachant que contrairement à l'ADN, qui est identique,
chez les vrais jumeaux. Les traces de morsures sont presque toujours différentes et il relève 7 marques distinctes. Au grand soulagement du plaignant, ce n'est pas la jeune fille séropositive, mais sa sœur qui l'a mordu. Dans notre affaire, le test est positif. L'empreinte des dents de Stephen Fortin est identique à celle relevée sur les seins et le menton de Melissa Padilla et de Vicky Gardner. Le procureur veut absolument obtenir une condamnation. Pour mettre toutes les chances de son côté, il fait appel à Roy Hazelwood, un ancien profileur du FBI. Celui-ci est expert en sciences du comportement. La partie civile voulait que j'analyse ces affaires pour déterminer si je pouvais établir un lien entre les deux crimes. Ce type d'analyse consiste en une étude approfondie de 2 ou plusieurs crimes afin de définir s'ils ont été commis par la même personne ou pas. Hazelwood arrive à la conclusion que ces 2 crimes sont l'œuvre du même homme. Le procès de Stephen Fortin débute le 31 octobre 2000. Il n'y a pas de témoins oculaires, aucune preuve formelle et les tests ADN ne sont pas concluants. L'accusation repose presque entièrement sur les conclusions des 2 spécialistes. Le meurtre de Melissa Padilla et l'agression de Vicky Gardner présentent de nombreuses similitudes. Ce constat est un élément essentiel de l'accusation. Au cours du procès, Vicky Gardner témoigne. Elle décrit la façon dont Fortin l'a frappée et agressée sexuellement. Puis, il fallait qu'on appelle à la barre des témoins qui permettraient de faire le lien entre les 2 affaires. C'est là que Roy Hazelwood et Lowell Levin sont intervenus. Roy Hazelwood explique au jury que certains crimes sont commis selon un certain mode opératoire, que l'on peut assimiler à un rituel. C'est le cas du meurtre de Melissa Padilla et de l'agression de Vicky Gardner. Le rituel, ce sont tous les actes qui ne sont pas indispensables au crime, mais que le criminel commet pour satisfaire un besoin émotionnel. En l'occurrence, les rituels de Fortin lui apportent une satisfaction psychosexuelle. Hazelwood identifie 5 exemples de rituels communs aux 2 crimes. La morsure au menton, la morsure au niveau du sein gauche, un nombre important de coups portés sur le haut du visage dans les 2 cas, pénétration anale et strangulation manuelle par devant. Je n'avais encore jamais rencontré cette combinaison de rituels dans aucune autre affaire. C'est ensuite au docteur Levin d'intervenir. Il explique au jury que chaque être humain possède une empreinte dentaire qui lui est propre. En résumé, j'ai montré au jury que chaque individu laissait une trace de morsure différente. On a comparé les traces de morsure de 2 procureurs et d'un des enquêteurs. Je me suis également prêté à l'exercice. On a obtenu des morsures différentes. Le docteur Levin montre au jury un transparent où figure l'empreinte des dents de l'accusé. Nous avons montré aux jurés que le transparent se superposait parfaitement aux photographies taille réelle des morsures sur les victimes. On avait préparé une animation où l'impression des dents de l'accusé se déplaçait sur l'écran et s'arrêtait à l'endroit exact de la morsure. La correspondance était évidente, c'était flagrant. Je crois que ça a fait son effet. Le jury délibère pendant 2 jours avant d'arriver à un verdict. Coupable. Durant la phase finale du procès, la partie civile demande la peine de mort. Le procureur conclut en expliquant au jury pourquoi Fortin a mordu ses victimes au menton. Concernant cette morsure au menton, nous sommes arrivés à la conclusion que Stephen Fortin l'infligeait à sa victime en la regardant dans les yeux alors qu'il lui mutilait les parties génitales. Il retirait un plaisir pervers de cet acte. Le 26 février 2001, Fortin est condamné à la peine de mort par injection létale. Justice a été faite. Je ne cherchais pas à me venger, je voulais juste que justice soit faite. J'étais reconnaissant.
Roy Hazelwood et Lowell Levine ont eu un rôle primordial dans cette affaire. Comme souvent dans les affaires de meurtre, l'accusation reposait sur des preuves médico-légales et sur le témoignage des experts. Et selon Hazelwood, les experts médico-légaux disposent d'outils de plus en plus pointus. Les progrès que nous avons faits, que ce soit pour enquêter, pour résoudre les crimes ou pour poursuivre les criminels, ne cesseront jamais de m'étonner. Stephen Fortin est incarcéré à la prison d'État de Trenton, où il attend son exécution. Les fils de Melissa Padilla vivent avec leur père. C'est sa mère qui élève ses filles. Elle était une bonne mère, une sœur, une amie incroyable. C'était une fille formidable. C'était une fille bien. Elle était généreuse. Malheureusement, ses enfants n'auront pas la chance de la connaître. Comme vous avez pu le noter, la résolution de cette affaire s'est appuyée sur deux techniques bien différentes. La comparaison d'empreintes de morsure avec la denture du suspect et l'établissement de son profil psychologique. La première a permis de relier le meurtre à Melissa Padilla, à l'agression de Vicki Gardner. Le relevé d'empreintes dentaires permet parfois de résoudre des affaires de façon inattendue. Tenez, il y a quelques années en Colombie, un officier de la brigade des stupéfiants avait été capturé par un gang de narcotrafiquants. Pressentant que les malfrats allaient l'exécuter et faire disparaître son corps, le policier avait eu la présence d'esprit de mordre discrètement l'accoudoir en cuir d'un canapé avant de recevoir une balle dans la tête. Et bien grâce à cette marque, identifiée plus tard, un juge avait pu officialiser la mort du policier et ordonner que sa veuve obtienne les dédommagements auxquels elle avait droit. Deuxième élément de notre enquête. La technique de profilage a permis de déduire que le suspect agressait ses proies en observant un rituel fétichiste. Après les avoir frappés au visage, il les mordait au menton et au sein gauche. Selon le profiler de la police, cette pratique est commune à bon nombre de psychopathes, notamment aux tueurs en série. Sachez encore qu'après 6 ans de réclusion dans le couloir de la mort, Stephen Fortin a bénéficié d'une révision de son procès sur décision de la Cour suprême. Le jury, composé de 9 hommes et de 3 femmes, après avoir délibéré pendant près de 9 heures, a commué la peine de mort en condamnation à perpétuité. Les enquêteurs de la police scientifique sont capables de déduire quantité d'informations à partir d'indices microscopiques. Une éraflure sur une douille, un cheveu ou un poil d'animal, une trace de peinture, un fragment d'os ou une goutte de salive prélevée sur un filtre de cigarette peuvent les mener au meurtrier. Mais, face à des crimes dont la violence défie l'entendement, les avancées de la criminologie et leur expérience ne suffisent pas toujours à comprendre ce qui s'est réellement passé dans le cerveau détraqué des assassins. La vallée du Susquehanna est une région agricole paisible dans le centre de la Pennsylvanie. C'est là que Laurie Hawker a grandi, non loin du fleuve Susquehanna. Laurie était très gentille. C'était une jeune fille de 19 ans comme toutes les autres. Elle avait plein de projets d'avenir. Elle rêvait de devenir vétérinaire. Elle adorait les animaux. À peine sortie du lycée, Laurie épouse Robert Hawker. Il a presque 10 ans de plus qu'elle et travaille dans une scierie. Peu de temps après, le couple a un fils, Matthew. Laurie commence à travailler dans une animalerie pour gagner un peu d'argent. Elle partage sa passion pour les animaux avec son fils dès qu'elle en a l'occasion. Quand elle ne travaillait pas, elle l'amenait pour lui montrer les animaux. Il aimait surtout les chatons. Elle l'emmenait voir les chatons et il aimait aussi regarder les poissons et jouer avec les chiots. C'était une bonne mère.
Mais la relation entre Laurie et son mari se détériore peu à peu. Le couple se dispute souvent. D'après leurs amis, ils n'arrivent pas à trouver un terrain d'entente. Et 18 mois après leur mariage, Laurie et Robert se séparent. Laurie et Robert s'installent chez leurs parents respectifs. C'est Laurie qui est à la garde de Matthew et Robert a un droit de visite. Elle n'était pas heureuse avec lui. C'était quelqu'un qui voulait tout contrôler. À chaque fois qu'elle voulait aller quelque part, elle avait droit à un véritable interrogatoire. Et à chaque fois qu'il s'énervait contre Matthew, il lui infligeait une correction. Laurie ne le supportait pas. Après sa séparation, Laurie a quelques aventures, mais rien de très sérieux. Le 24 mai 1989, Matthew passe la journée avec son père. Laurie se prépare à partir car, comme d'habitude, elle travaille de 16h à 19h. Après s'être préparée de quoi grignoter, la jeune femme s'en va. Mais quelque temps plus tard, sa responsable appelle chez ses parents pour se renseigner sur les causes de son absence. J'ai demandé au père de Laurie si elle était partie au travail et il a répondu que oui. Alors je lui ai dit, est-ce qu'elle a appelé? Parce qu'elle n'est toujours pas arrivée au magasin. Elle devrait être là depuis 1h30. Il a répondu non et du coup, il était très inquiet parce qu'elle était partie à l'heure. Le père sillonne la route que sa fille emprunte tous les jours pour aller travailler. Il pense qu'elle est peut-être tombée en panne sur le chemin. Il retrouve finalement la voiture de sa fille sur le parking où elle se gare habituellement près de l'animalerie. Tout semble normal. Le portefeuille et les clés de la jeune femme ne sont pas dans le véhicule. Après cette disparition, les gens ont pris peur. Le fait qu'une jeune femme puisse se rendre dans un centre commercial plein de monde, en plein jour, et disparaître, certainement parce qu'elle a été enlevée, ça a vraiment fait naître une vague de terreur dans cette petite communauté plutôt conservatrice. La police passe le quartier au peigne fin et interroge tous les employés qui travaillent dans le centre commercial, mais personne n'a rien remarqué de suspect. Les enquêteurs soupçonnent immédiatement l'ex-mari de Laurie, Robert, d'être impliqué dans sa disparition. Mais il déclare ne pas l'avoir vue de toute la journée. Et il a un alibi, il gardait son fils. Ils ont fait les magasins ensemble et ensuite, il s'est rendu à 2 rendez-vous. Monsieur Hawker m'a dit que le jour de la disparition de Laurie, il est allé chercher un formulaire de demande de pension d'invalidité. Puis il est allé à Willisburg pour porter le document au cabinet d'un chirurgien orthopédique. Et après ça, il est allé dans le centre commercial de Bloomsburg Sears, où il a acheté un lave-vaisselle pour sa mère. Pendant 3 semaines, la police, des volontaires et la famille de Laurie recherchent la jeune femme. En vain. Le 12 juin, une femme qui fait son jogging à quelques kilomètres du centre commercial aperçoit un cadavre dans une décharge sauvage. Il ne reste pratiquement que le squelette. Les enquêteurs pensent qu'il s'agit peut-être des restes de Laurie Hawker et ils décident de faire appel aux sciences médico-légales pour en avoir le cœur net. Le cadavre était dans un état de décomposition avancé. Il ne restait de la chair qu'aux extrémités. Il n'y avait plus ni peau, ni organes internes qui auraient pu être analysés. Les enquêteurs doivent identifier le squelette découvert dans la décharge, situé à quelques kilomètres de l'animalerie, et ils doivent aussi découvrir la cause du décès. C'est le docteur Mianakis, médecin légiste, qui va procéder à l'autopsie. Grâce à la taille du crâne, il peut dire qu'il s'agit d'une femme. Les marques de coupure sur les os et les trous dans les vêtements lui permettent de déterminer la cause de son décès. La présence de coupures qui correspondaient aux perforations dans son pull était cohérente avec des coups de couteau répétés et donc un meurtre. Le médecin légiste conclut que la victime a été poignardée dans la poitrine au moins 7 fois, peut-être 11.
Mais comme il ne reste pratiquement plus rien du corps, il n'a pas suffisamment d'éléments pour l'identifier. Le docteur Hayson, odontologiste médico-légal, va donc procéder à une identification dentaire. Dans les affaires comme celle de Laurie Hawker, quand il n'y a pas d'empreinte digitale à exploiter et que le corps n'est pas identifiable à cause de la décomposition des tissus, sans l'odontologie médico-légale, on ne peut rien faire. Très souvent, le seul indice dont on dispose, ce sont les dents. On peut les comparer à des dossiers dentaires pour identifier la victime. Après étude du dossier dentaire de Laurie Hawker, le docteur Hayson conclut qu'il s'agit bien de son cadavre. La victime avait 9 dents qui avaient été soignées par un dentiste. Il s'est avéré qu'il s'agissait des mêmes dents que celles que Laurie avait fait soigner. C'était le même nombre de dents, avec des soins identiques, exactement au même endroit pour chaque dent. La dentition correspondait exactement à celle de Laurie Hawker. Le cadavre partiellement décomposé d'une jeune femme a été retrouvé à quelques kilomètres d'un centre commercial. Dès lors, les enquêteurs doivent trouver dans l'urgence les réponses aux premières questions qu'ils se posent. Quelle est l'identité de la victime? Quand a-t-elle été tuée? Et quelles sont les causes de sa mort? Pour identifier une dépouille méconnaissable, les experts ont à leur disposition plusieurs techniques. L'odontologie judiciaire, la comparaison des profils ADN ou la reconstitution faciale. Dans notre affaire, le rapprochement des empreintes dentaires apporte la réponse. Le cadavre est bien celui de Laurie Hawker, la jeune femme disparue 3 semaines plus tôt. Depuis fort longtemps, les caractéristiques propres à chaque denture permettent de lever les doutes sur l'identité d'un cadavre. Tenez, en 49 avant Jésus-Christ, Agrippine, l'épouse de l'empereur Claude, avait exigé que ses gardes lui apportent la tête de Lollia Paulina après l'avoir assassinée. Agrippine ne fut rassurée sur l'identité de sa rivale qu'après avoir constaté les particularités de sa denture. Et c'est aussi grâce à ses dents que le cadavre méconnaissable de Charles le Téméraire, duc de Bourgogne, tué en 1477 au cours de la bataille de Nancy, avait pu être identifié par son page. Jean de Troyes rapporte le fait dans une chronique écrite dans la langue de l'époque. Il dit « Il le reconnut par les dents de dessus qu'il avait autrefois perdues par une chute. » L'arme du crime n'a pas été retrouvée. Et les enquêteurs veulent savoir à quand remonte la mort de Laurie. 3 techniques permettent de déterminer depuis quand une personne est décédée. La première consiste à prendre la température du corps, mais dans ce cas, il est resté trop longtemps dehors. La deuxième consiste à examiner le contenu de l'estomac, mais dans cette affaire, l'état de décomposition du corps est trop avancé. La seule solution qu'il reste aux experts, c'est d'étudier les insectes présents dans le cadavre. Le docteur Kei Chung Kim étudie donc les larves retrouvées sur les restes de Laurie Hawker. Sur le corps, il y avait un grand nombre d'insectes différents et aussi des asticots à un stade final de développement larvaire. Quelques minutes seulement après la mort, les mouches de la famille des Calliforidés peuvent déjà détecter l'odeur de décomposition à plusieurs kilomètres de distance. Le docteur Kim détermine que les mouches ont déposé leurs larves sur le cadavre depuis 19 jours, ce qui correspond au jour de la disparition de Laurie. Ensuite, les enquêteurs ont un coup de chance incroyable. Ils apprennent que le distributeur automatique situé près de l'entrée du centre commercial est équipé d'une caméra de vidéosurveillance. Celle-ci prend des images toutes les 10 secondes. Et la caméra était justement orientée dans la direction de la voiture de Laurie Hawker. À première vue, la vidéo ne révèle rien d'anormal. On y voit un homme retirer de l'argent. Mais en arrière-plan, on distingue une voiture garée près de celle de la victime. Une personne non identifiée attend à côté. Au fond, sur le parking, la caméra a filmé quelque chose. Les images étaient un peu floues. On se serait cru dans un film d'Alfred Hitchcock.
Les images semblent prometteuses, mais elles sont trop floues pour être exploitées. Le procureur demande alors l'aide du FBI et de la police d'État de Pennsylvanie. Mais aucun de leurs spécialistes ne parvient à améliorer la qualité des images. Le FBI suggère au procureur de demander l'aide de la NASA. À l'époque, la NASA utilise déjà une technique de pointe pour améliorer la netteté des photographies numériques provenant de l'espace. La NASA confie le dossier à un chercheur, Alan Tietjan, qui travaille à la Missile Defense Agency du ministère de la Défense américain. Tietjan utilise la technique qui a été utilisée pour déterminer les causes de l'explosion de la navette Challenger en 1986. La numérisation consiste à transformer un signal vidéo classique, comme par exemple celui que l'on obtient avec un magnétoscope ordinaire, en un fichier image informatique. Une fois que les images sont numérisées, elles sont décomposées en milliers de pixels. Chacun de ces pixels est converti en un nombre qui correspond à sa luminosité. Dans ce cas-là, les données étaient en noir et blanc, donc les pixels oscillaient entre différentes nuances de noir et blanc. Le logiciel permet également de supprimer le grain des images et d'améliorer leur netteté. Une fois l'opération terminée, la qualité de l'image est nettement meilleure. Le procureur espère que les photographies retravaillées permettront de résoudre le mystère de la disparition de Laurie Hawker. Sur les photographies de la caméra de vidéosurveillance du parking, la voiture de Laurie est garée à sa place habituelle. En arrière-plan, on voit une personne habillée de la même façon que Laurie le jour de sa disparition. Les techniques mises au point par les ingénieurs de la NASA pour amplifier et convertir des images vidéo de basse définition avaient déjà permis l'expertise du Saint-Suaire de Turin. Afin de déterminer si l'image du Christ imprimée sur le tissu était d'origine humaine ou divine, une équipe de scientifiques avait utilisé le VP Height Analyzer, un appareil initialement destiné à transformer en images en relief les photographies réalisées par les sondes spatiales Viking autour de la planète Mars. Eh bien, le résultat fut spectaculaire. Après un scanning de la surface du linge, apparut une représentation en 3D de l'image due à l'intensité lumineuse. Le relief de la silhouette étant restitué en creux. Cela démontrait que la lumière qui avait créé l'image ne provenait pas de l'extérieur, mais qu'elle avait été émise par le cadavre lui-même. Dans notre affaire, l'enjeu de l'intervention des hommes de la NASA est moins spéculatif. Mais il intervient néanmoins dans le cadre d'une affaire criminelle. Les images étaient en noir et blanc. Nous savions que ce jour-là, Laurie portait un coupe-vent, un jean, et qu'elle avait un sac à main blanc. Elle était de taille moyenne, avec les cheveux bruns coupés courts. Or, la personne sur la vidéo correspondait parfaitement à cette description. L'image suivante, prise 10 secondes plus tard, montre un autre véhicule devant Laurie, de biais. La portière côté passager est ouverte. Laurie est penchée. Elle regarde à l'intérieur de la voiture. Sur la dernière image, la voiture de Laurie est toujours sur le parking, mais la jeune femme n'est plus là. Et on voit l'autre voiture s'en aller. On ne voyait plus la personne qui correspondait à la description de Laurie. Et nous savions qu'elle n'avait pas franchi la porte de la boutique. Pour nous, c'était les images de son enlèvement. Le véhicule que l'on voit quitter le parking est une Chevrolet Celebrity. La même voiture que celle des parents de Robert, l'ex-mari de Laurie. Les parents de Robert disent à la police que leur fils a emprunté leur voiture le jour de la disparition de Laurie. Ils ont vendu le véhicule une semaine plus tard. La police retrouve successivement sa trace chez 3 concessionnaires différents.
Elle est passée chez plusieurs revendeurs de voitures d'occasion. Et elle a finalement réussi à trouver preneur. Celui qui l'a acheté était un policier à la retraite. L'agent de police l'a acheté pour sa belle-fille, qui n'a pas encore l'âge de conduire. Le véhicule n'a donc pas bougé de son garage depuis. Une très bonne nouvelle pour les enquêteurs. La voiture était restée telle qu'elle. Elle n'avait pas été compromise. Quand on l'a récupérée, on a pu faire des relevés d'empreintes et rechercher des indices. Les enquêteurs examinent la voiture, mais ne trouvent aucune trace de sang à l'intérieur. Des voisins de Robert Hooker l'ont vu nettoyer la voiture de fond en comble le lendemain de la disparition de Lori. Mais dans le coffre de la voiture, ils trouvent un minuscule indice. Il s'agit d'un poil. Sous le microscope, il ne semble pas s'agir d'un poil humain. À gauche, un poil humain. À droite, celui retrouvé dans le coffre de la voiture du suspect. Grâce à un microscope électronique, l'image est agrandie des milliers de fois. La surface du poil présente un motif rectangulaire, alors que celle des poils humains rappelle les barreaux d'une échelle. Les petites taches bleues sont des particules de poussière. Après avoir étudié plusieurs types de poils, les experts scientifiques découvrent finalement qu'il s'agit d'un poil de chat. Ils le comparent au poil du chat des parents de Lori. Ils sont identiques. C'est une découverte capitale pour l'enquête. Robert n'a jamais été en contact avec le chat des parents de Lori. Et l'animal ne s'est jamais trouvé chez Robert et Lori lorsqu'ils habitaient ensemble. De plus, les parents de Robert ne possèdent pas de chat. Et Lori n'est jamais montée dans la voiture de ses beaux-parents avant sa disparition. Pour les enquêteurs, ce poil de chat prouve que Lori s'est retrouvée dans le coffre de la voiture de Robert. Robert Hooker savait que ses parents étaient sur le point de vendre cette voiture. Et je pense que c'est pour ça qu'il a utilisé ce véhicule et pas le sien pour enlever Lori. Les poils et les cheveux humains permettent dans certains cas de remonter la piste d'un meurtrier. Mais les transferts de poils d'animaux jouent également un rôle important dans la résolution d'enquêtes criminelles. En effet, à l'instar des humains, les animaux, qui possèdent un ADN qui leur est propre, et leur empreinte de pâte ou de truffe présentent la plupart du temps des caractéristiques originales. Alors ainsi, une équipe internationale de scientifiques vient-elle de créer une vaste base de données ADN à partir de fourrures de chats. La présence de plus en plus importante d'animaux domestiques dans les foyers augmente les indices médico-légaux sur les scènes de crime, indique pour sa part Robert Grahn, l'auteur d'un article publié dans la revue de Sciences judiciaires, et il ajoute « Le transfert de poils sur un agresseur peut fournir une preuve décisive pour résoudre une affaire. » Eh bien, notre histoire corrobore avec pertinence cette affirmation. La police arrête Robert Hooker pour le meurtre de son ex-femme. Quand j'ai arrêté Hooker, il m'a dit « C'est une blague ». En dehors du fait qu'elle soit morte, le plus dur pour moi, ça a été d'apprendre qu'il avait jeté son corps dans une décharge. Une personne comme Lori ne méritait pas qu'on la traite de cette façon. Pour le procureur, les images de la caméra de surveillance corroborent la théorie selon laquelle Robert a enlevé Lori sur le parking du centre commercial. Mais pour convaincre un jury, il doit prouver que la voiture que l'on voit sur les images de vidéosurveillance est bien la Chevrolet des parents de Robert Hooker. Pour cela, les enquêteurs vont procéder à une reconstitution de l'enlèvement. Ils placent la Chevrolet au même endroit sur le parking et prennent des photographies à partir de l'endroit exact où se trouve la caméra de surveillance. Et cette fois, les images sont parfaitement nettes.
En haut se trouve l'image originale prise par la caméra de vidéosurveillance. En bas, il s'agit de l'image prise lors de la reconstitution. Les deux véhicules sont identiques. Et le procureur pense avoir découvert le mobile du meurtre. L'argent. Hawker avait contracté une assurance vie pour sa femme et pour son fils. Et il en était l'unique bénéficiaire. Il avait souscrit cette police d'assurance après leur séparation. De plus, Lori et son mari se disputaient la garde de leur fils, un autre mobile possible. En fouillant dans le passé de Robert Hawker, la police découvre que son casier judiciaire est bien rempli. Robert Hawker a eu des ennuis avec la justice presque toute sa vie, depuis l'adolescence jusqu'à l'âge adulte. Peu de temps après avoir épousé Lori, il a été condamné pour conduite en état d'ivresse et il a passé quelque temps en prison. À cette époque, il a commandé un livre qui décrivait en détail comment commettre le crime parfait. Pour des raisons évidentes, la police ne veut pas que le titre de cet ouvrage soit divulgué. Le procureur pense que le 24 mai 1989, Robert Hawker attendait Lori sur le parking. Qu'est-ce que tu fais là? Il faut que tu viennes avec moi. Robert a certainement dû trouver un moyen de convaincre Lori de l'accompagner. Il a certainement prétexté que leur fils était malade et qu'il avait besoin d'elle. En revanche, on ne sait pas exactement où le meurtre a eu lieu. La seule certitude des enquêteurs, c'est que Lori a reçu plusieurs coups de couteau à la poitrine et que son corps a été transporté dans le coffre de la voiture de Robert avant d'être jeté dans une décharge. Plus tard, lorsque Robert a nettoyé le coffre, il n'a pas vu la preuve minuscule que Lori avait laissée derrière elle. Le poil de chat qui était sur les vêtements de Lori s'est retrouvé dans le coffre de la voiture de Robert. Ironie du sort, Lori adorait les animaux et c'est un poil de chat qui a permis d'identifier son assassin. Je me souviens de Lori comme d'une personne extrêmement gentille. C'était la gentillesse incarnée. Elle était adorable avec tout le monde, avec les animaux, avec les gens, et elle aimait son fils, elle l'adorait vraiment. Robert Hawker est reconnu coupable d'enlèvement et de meurtre avec préméditation. Il est condamné à la peine de mort. À l'issue de son procès en appel, sa sentence est réduite à la prison à perpétuité sans possibilité de remise de peine. La collaboration de la NASA a marqué un tournant majeur dans l'histoire des sciences médico-légales. C'était l'une des premières fois que des photos étaient ainsi numérisées et retouchées dans le cadre d'une enquête. La retouche des images de vidéosurveillance était quelque chose de complètement novateur à l'époque. Ça n'avait jamais été fait. Cette affaire a marqué un tournant pour les procureurs dans toute la Pennsylvanie. Je pense qu'après ça, la police et les services du procureur ont pris conscience des possibilités qu'offrait la science. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient d'autres outils à leur disposition qu'ils n'avaient pas exploités jusque-là. Et le plus ironique dans tout ça, c'est que de nos jours, c'est devenu monnaie courante. Lors du procès, les jurés ont découvert avec stupeur que durant les derniers mois de sa vie, Lori Hawker était terrorisée par son mari. Elle avait abandonné le domicile conjugal et s'était réfugiée chez ses parents. Elle cachait des armes sous son lit, prête à en faire usage. Et elle demandait fréquemment à une amie de lui servir de garde du corps, tant elle redoutait que son mari l'agresse et kidnappe son enfant. La première utilisation d'un poil d'animal dans une affaire criminelle remonte à... C'est 2005, oui, au Canada. Sur l'île du Prince-Édouard, le cadavre d'une femme est découvert dans une tourbière. Le poil blanc d'un chat est l'un des indices recueillis
sur la scène de crime. Policiers et vétérinaires capturent plusieurs dizaines de chats sauvages qui prolifèrent sur l'île et ils envoient les échantillons de poils à un généticien de l'Institut américain du cancer. Alors ce dernier compare leur profil ADN et constate qu'en dépit d'une forte consanguinité, les signatures génétiques des félins sont toutes différentes. Il n'y a qu'une chance sur 70 millions pour que 2 chats possèdent le même ADN. Un suspect est arrêté, le poil retrouvé sur le cadavre appartient à son chat, un rapprochement ADN permet de le confondre, et le cas fait jurisprudence. Dès lors, des preuves médico-légales issues d'animaux domestiques sont recevables devant les tribunaux. Cette émission, avec cette belle histoire d'animaux, est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie en ma compagnie. Je vous donne rendez-vous prochainement sur cette antenne pour de nouvelles affaires, des enquêtes impossibles.